Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très tendu à cause de cette Coupe du Monde, mais le moment est là pour les, on va dire, comment on pourrait dire, parce que c'est pas vraiment des débriefs, mais en même temps si, enfin, on va se poser un peu sur les performances des équipes asiatiques qui vont laisser assez sceptiques. On va les faire une par une et on commence par le Qatar. Voilà, j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire avec Samy qui est là, qui est toujours là, qui est un habitué bientôt, franchement. Comment ça va? Ah, ça va super et toi, Kylian? Ça va, ça va. Écoute, il fait très chaud, j'ai foiré mon intro, j'ai soif, y a rien à dire. Mais, euh, mais voilà, on va parler un peu de cette sélection qatarienne qui nous aura fait rêver à un moment et puis un peu moins par la suite. Mais, euh, mais bon, petit point déjà de base. Donc le Qatar est dans le groupe B, le groupe d'un des organisateurs, le Canada, avec aussi la Suisse et la Bosnie. Un groupe qu'on avait analysé comme plus abordable que certains, mais qui quand même était un peu relevé avec un Canada à domicile et une Suisse qui reste parmi les nations fortes de football européen. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ouais, ce Qatar aura quand même un peu galéré déjà face à la Suisse, mais un match qui s'est soldé quand même par un beau match nul sur une tête c'est une tête oui de Boalem Khouri, finalement attribuée en CSC à Miro Muheim. Le Qatar avait encaissé donc en début de match, mais un partout qui a surpris globalement tout le monde, malgré pourtant une composition qui posait question, du moins de la part de Roulen Lopetegui. Parlons un peu de cette compo qui a donné le ton pour la suite du tournoi. Une compo qui marque du pur Lopetegui en fait quand on regarde les matchs auxquels il a participé, notamment les éliminatoires pour la Coupe du Monde en novembre dernier, on voit en fait que les choix qu'il avait fait à cette époque, qu'on avait pensé comme peut-être un électrochoc, et les choix qu'il pensait, en fait, il est resté sur ces choix-là. Il y a plusieurs choix qui sont enfin, qui ont été vraiment surprenants et en tout cas des choix forts de la part de Lopetegui. Le premier, c'est de titulariser Abou Nada à la place de Mechal Barcham, qui était le gardien titulaire indiscutable, sans poser de questions, de la sélection. On en avait discuté lors de la preview en avant-compétition. Ça s'est confirmé. Abou Nada a joué tous les matchs du Qatar depuis le mois de novembre et il nous a montré des belles choses face à la Suisse, notamment, ou même sur les trois matchs en fait. Mais on pourra en discuter plus longuement. Mais il y a d'autres choix qui sont un peu plus particuliers, notamment le fait de ne pas jouer avec Akram Rafi dans son poste de prédilection, qui est le poste d'ailier gauche. Lors de ces trois matchs, il aura joué ailier droit, milieu offensif, buteur lors du dernier match. Il n'aura jamais vraiment joué à son poste référentiel. Et je crois que le changement qui a surpris tout le monde, c'est la titularisation de Youssouf Abdorizag, qui n'est pas un, qui n'est pas un attaquant de pointe, Bon. en pointe, donc à la place d'Almoez Ali, qui est au top de sa forme, le meilleur buteur de la sélection, peut-être si ce n'est ton deuxième ou ton troisième meilleur joueur de toute ta sélection, qui a joué un grand total de 20 minutes sur trois matchs. Mais ce que je trouve en plus, c'est que sur le premier match face à la Suisse, tu fais rentrer un buteur, c'est même pas Al Ali qui rentre, c'est Al Eldin. Non mais Ah. c'est pas non mais c'est pas Almoez Ali et c'est pas Al Ganahi non plus. Ah non, C'est-à-dire c'est que Al Eldin. Aladdin théoriquement c'est le quatrième choix derrière. C'est-à-dire que moi ma hiérarchie est la hiérarchie que plus ou moins tout le monde pense. T'as Almoez Ali en un, derrière t'as Al Ganahi, derrière t'as Aladdin, derrière t'as Montari, et derrière Abdourizag, ce qui n'est pas un buteur, c'est un ailier, milieu ailier, pas buteur. Il fait 1 mètre 50. Oui, oui. Il n'est pas buteur. Mais il est quoi, en fait, il est quoi Abdourissa concrètement? Parce que c'est un ailier, mais qui t'apporte plein de percussions, t'apporte pas grand chose. Moi, je trouve ce joueur ça surréaliste. Abdourizag, je le verrais moi plutôt en 6. Ouais. Mais en 6, parce qu'en fait, il a pas les qualités physiques pour s'imposer, pour prendre de vitesse. On l'a vu pendant les matchs, on le savait déjà nous, mais on l'a vu Oui. pendant les matchs, il a pas la vitesse pour prendre de vitesse quelqu'un. Donc il a pas la percussion. Il a pas la capacité technique de déclencher des dribbles, de faire la différence. Il a pas la capacité de faire des passes qui vont
changer la donne. Boucher, en fait. Soit bouché, alors, pas de problème. Mais c'est Oui. pas neuf. Ah non, non, clairement pas. Clairement pas. Et on le voyait, Pas neuf au du monde, quoi. il a pas d'apport. Mais en plus, pour le coup, Ah, il n'a pas d'apport. tu citais les joueurs tout à l'heure qui disaient Al-Mouezali, Al-Ghané, etc. C'est un poste où tu as quand même des références, quoi, des joueurs qui ont des références. C'est pas comme si t'arrivais où t'avais personne, où t'étais obligé de bricoler. C'est ça qui est d'autant plus incompréhensible. Tout à fait. Non, c'est très très surprenant. C'est vraiment un choix surprenant. Il y a eu d'autres choix qui étaient, qui ont pu poser question. Moi, je pense notamment à Pedro Miguel en défense centrale, qui à la base est un latéral droit. Je comprends qu'il a 36 ans, il est plus aussi rapide que dans sa jeunesse. Et à nouveau, ça te fait une charnière centrale de genre petit. Il est petit, Pedro Miguel, notre ami, il fait peut-être 1m70. Il a montré, lui au moins, il a montré que ce choix était un choix réussi, puisqu'il a fait 3 très bons matchs. Oui. C'est, je pense, le deuxième meilleur Qatari de ce tournoi. Il a fait une super Coupe du Monde, mais à nouveau, c'est pas son poste. Pas son poste. Ouais, Pedro Miguel, j'ai trouvé vraiment dans la lancée de ce qu'on avait vu en préparation. Vraiment, cette Ouais. continuité où il avait un apport qui était réel à la fois défensivement, mais aussi à la relance. C'était vraiment intéressant. C'est dommage, entre guillemets, qu'il soit si âgé parce que c'est un joueur qui va manquer malheureusement ça. Tout à fait. C'est probablement sa dernière Coupe du Monde. Je pense que la Coupe d'Asie, dans quelques mois, sera sa dernière grande Oui, compétition. De toute évidence, comme beaucoup de joueurs qui ont joué quand même lors de ce tournoi, le buteur que tu as mentionné, Warren Prohri, probablement son dernier tournoi, dernier gros tournoi, ce sera la Coupe d'Asie. Hassan Haïdous, quasiment certain que ce sera son dernier. Là, on est quand même sur une fin de cycle, une page qui se tourne, en tout cas, et c'était une belle Coupe du Monde pour le Qatar. C'était l'occasion de faire mieux. On a déjà parlé du groupe. Je pense qu'il y a des regrets à avoir quand même, hein. oui, clairement. Clairement, clairement. On en parlera juste après, parce que donc là, il y a eu ce match face à la Suisse. D'ailleurs, match face à la Suisse, après, il était clairement pas aidé par son positionnement, mais on n'a pas trop vu Akram Afif, malheureusement. Et, Du tout. on a vu Edmilson Junior qui en a raté une belle, mais on n'a pas trop vu Akram Afif. Deux belles. Ouais, deux belles Ah, même, t'es oui. deux belles. Deux belles. La première que tout le monde a en tête à la deuxième minute, mais la deuxième à autour de 35-40e minute. Belle cartouche qui est. En face, le gardien, c'était Neuer. Donc, Oui, Neuer oui, bis. Donc en fait, ça a sorti un arrêt à la Neuer. Mais franchement, il rate deux belles actions. Le match, ce match contre la Suisse, entre le penalty fantôme, parce qu'il y a hors-jeu, mais bon, bref, oui. le penalty fantôme et le raté d'Edmilson, etc. C'est un match où, là, quelques jours plus tard, enfin 2 semaines plus tard bientôt, il y a des regrets. C'est un match que tu peux gagner au vu de la physionomie du match, en fait. Et c'était pas prévu. On s'attendait tous au début de la compétition que ce soit le match le plus difficile. Au final, ça a été le meilleur résultat, mais c'était un match où on a vu le Qatar qui joue ensemble et où tout le monde était au service du collectif. Le bus, hein, d'accord, mais ça a été quand même au service du collectif. Il n'y avait pas ce sentiment d'abandon après le premier but, etc., qu'on a pu ressentir lors de la Coupe du Monde 2022, qu'on avait parlé lors de la preview. Et qui est en général, malheureusement, un vrai défaut de cette équipe, le manque de mental, la capacité à revenir au score quand on est mené, etc., surtout dans des conditions comme ça. Donc ça, c'était un vrai résultat satisfaisant, une belle prestation défensive et surtout mentale collective de l'équipe. Et c'est ça, c'est ce qu'on avait un peu évoqué avant le début du mondial, c'est qu'on sentait que cette équipe avait pas la pression de 2022, surtout face à la Suisse. Elle était là pour créer l'exploit et on l'a senti super solide, super disciplinée. Et ça, par rapport à 2022, ça a vraiment fait la différence. On voyait vraiment que le contexte n'était pas du tout le même, quoi. Tout à fait, non, non, tout à fait. Et ça a été bien aidé par une prestation XXL du gardien Mahmoud Abounada, qui,
s'est révélé aux yeux du monde comme vraiment un des gardiens parmi les 15 gardiens maintenant, peut-être, ou 16, qui ont fait une prestation XXL en Coupe du Monde cette année. C'est la Coupe du Monde des gardiens, en fait. Mais, Oui. euh, Ah, mais, mais oui, non, non, vraiment, excellent match d'Abonada ce soir-là. clairement, clairement. Et le Qatar, on peut parler de malchance. Au final, on a vu beaucoup d'équipes qui ont eu du mal à rentrer sur ce premier match de Coupe du Monde. Le Qatar, lui, était prêt directement. C'était presque dommage de tomber sur cette Suisse dès maintenant, parce que certes, il y a eu un point accroché, mais est-ce que, on l'a vu face au premier match, notamment la Bosnie, il y avait moyen d'aller chercher peut-être les 3 points si face à un autre adversaire sur ce premier match. J'ai trouvé le Canada-Bosnie était très très faible en première Très, très journée. faible. Donc, Très, très faible. c'est vrai que le Qatar, c'est ouais, une des équipes qui est le mieux rentrée collectivement dans sa Coupe du Monde. Du coup, c'est dommage d'avoir chopé le gros morceau. Donc. Mais bon. Ah. Voilà. Parce que malheureusement, ce point, donc face à la Suisse, c'est le seul. Le deuxième match, honnêtement, j'ai pas regardé en entier parce que c'était un supplice. Défaite 6-0 face au Canada avec 2 expulsions, une en première, une en seconde. C'était les expulsions de Omar Malamine et d'Assim Madibo. Euh, Ça. Compliqué, un match compliqué d'entrée avec 2 buts encaissés avant la demi-heure de jeu. Ouais, bah c'est un match particulier parce que le Qatar a fait la meilleure entame de match sur les 3 matchs lors de ce match-là contre le Canada. Les 15 premières minutes du Qatar sur ce match sont, montrent de l'envie et ils ont montré le visage que toi et moi connaissons, c'est-à-dire du Qatar qui joue en Asie, qui tente des choses et qui est pas juste à poser le bus et à attendre. Ils Oui, ont tenté des choses, et ils ont joué un peu à la balle, etc. Sur les 10-15 premières minutes. Il y a eu quelques actions dangereuses. À nouveau, Edmilson, il a une balle du 1-0 encore. Super, super action. Encore une fois, bien arrêté, mais il a une super action de but en tout début de match, dans les 10 premières minutes. Mais, euh, mais après, malheureusement, tu prends le premier but et tout s'enchaîne. Après, tu prends le deuxième très vite. Et dans la tête, on sent que on a vu que c'était plus, on n'était plus là. Puis le troisième carton rouge et là, après, la tête, elle a déconnecté. Le pire, c'est qu'à l'entame de la seconde période, à 3-0, si tu restes à 3-0, tu restais encore en position que si tu joues le match nul contre la Bosnie, t'es qualifié, enfin, t'es dans les meilleurs troisièmes. oui, Donc il y avait encore ce calcul-là qui était fait à la différence de but, etc. Mais non, ça n'a pas tenu. Et puis la faute de Madibo, la blessure malheureuse de Koné à l'heure du jeu à peu près, qui, je pense, ne mérite pas rouge, mais bon, la gravité de la blessure fait que, en général, ça joue sur le jugement de l'arbitre. Mais après, que veux-tu faire? Après, c'était un calvaire. Moi, j'ai arrêté à la 70e minute, je crois. J'ai eu ma dose, mais parce qu'après la deuxième période, c'était vraiment jeter la balle devant oui. et puis ça revenait, c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Mais bon, tu prends du coup du sort. Moi, je me souviens du troisième but. Nous, on regardait en famille ici au Qatar. Je me souviens du troisième but. On s'est regardé. Troisième but, une première frappe bien, bien lourde, arrêtée par Abou Nada qui ne peut que la repousser. Elle revient sur David, Jonathan David, et qui te met une reprise de volée. Mais Ronaldo, que faire Oui, un ah match, mais, c'est comme ah ça, mais hein, faut rien faire. t'avais un Canada qui a ensuite jamais remontré enfin, ce visage, entre guillemets, on tourne, le Canada vient Ah d'éliminer non, l'Afrique du Sud, mais c'était laborieux quand même. Là, Canada, ouais, ouais. Canada, ils ont un tirage. Canada, ils ont un tirage. Ah bah c'est l'avantage de Top tirage, hein. l'avantage d'être Corée du Sud 2002, le tirage, hein. ah ouais. Ah, non, mais c'est Ah, il est l'avantage super, le tirage. d'hoster, hein. Ils se sont tous mis dans des parties de tableau favorables où Je te jure. d'un côté, t'as un Pays-Bas-Maroc et la veille, t'as un Canada-Afrique du Sud en 16e. C'est quand même assez Je te affligeant. jure. Et après, t'as un Allemagne-Paraguay qui est censé être gagné facilement, et puis Oui, oui, oui. la beauté du football, après tout. Ah, La effectivement, beauté du effectivement. football. Mais Mais voilà, bon, donc, bref, on ouais. dérive. Ah, un 6-0 qui fait mal, hein. Et là, 6-0 qui fait je m'y très mal, attendais là. pas, hein. Pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Mais voilà. Je m'y attendais pas, et malheureusement, ça a fait que confirmer. Pendant 2 matchs, on a fait qu'entendre que le Qatar était l'équipe la plus faible de toute la Coupe du Monde.
Et pour la deuxième fois, en fait, on entendait à nouveau que on était les plus faibles. Et que comment ça se fait que la Suisse a pu perdre 2 points contre cette sélection, c'est une honte, bla 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 bla. Les suiveurs de football asiatique, Oui. on avait jusque-là d'entendre ces Ah choses-là. oui, oui. Donc non, c'est vrai que ce 6-0, en plus, ça fait mal au moral en plus de ça, parce que t'es moqué, c'est dur, quoi. C'est dur, et dans la tête des joueurs, c'est dur. Et puis, on a assisté entre le deuxième et le troisième match à plusieurs déclarations dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc., de joueurs du Qatar qui se sont rajouté une pression supplémentaire à l'entame du troisième match. Je pense à Akram Rafif, par exemple. Il poste à plusieurs reprises, je crois toute la semaine, il a fait des posts sur Instagram, etc., que voilà, ça y est, et les mauvaises performances, c'est le passé. On écrit une nouvelle page. L'image, je vais te l'enverrer, tu pourras la remettre Ouais. au montage. Tu le vois, donc c'est un design où tu vois Akram Afif avec un ballon avec le logo de la fédération qatari et qui courbe le dos comme ça et qui porte le ballon comme la statue, tu sais, comme la statue super connue là. Ah oui, oui, oui. Euh, Est-ce qu'il était nécessaire de faire déjà quel est le message à tes coéquipiers, surtout que les 2 premiers matchs est absent au complet. Ah oui, ah, t'es Euh, transparent. donc le message à tes coéquipiers est quand même pas terrible. Deuxièmement, pourquoi se rajouter une pression supplémentaire alors que bon, à la base, t'arrives pour faire bonne figure. Là, c'est quasiment en train de te dire qualification ou rien. Ça me rappelle le PSG contre le Real Madrid en 2019 ou 2019, je crois. Ils se disent oui, ensemble on peut le faire. Je sais pas, une pression tout seul et puis au Ouais, final, ouais, ouais. Mais loupé, quoi. Bah, voilà. globalement, ça a été une constante aussi des joueurs asiatiques et des équipes asiatiques. C'était des déclarations un peu genre Moriyasu qui te dit avant la Coupe du Monde que bah, franchement, le Japon peut aller gagner. Voilà, bon, pour le Japon est éliminé en 16e. Enfin, ça a été que ça tout le long, tout le long. C'est quand même assez, quand même assez terrible. Mais oui, du coup, t'en as déjà parlé. Le troisième match face à la Bosnie. Alors, une Bosnie assez faible qui jouait sa qualif sur ce match. Entre guillemets, le gagnant était sûr de passer parce que la Bosnie avait un point, le Qatar aussi. Pas de bêtises. Oui, oui, c'est ça. Ça fait, ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et on voit des belles choses encore une fois de ce Qatar. On voit une Bosnie qui laisse plus le ballon aussi. Donc, on voit de très belles choses, mais malheureusement, un but venu de nulle part d'Alay Begovic. Et derrière, le 2-0 dans la foulée. Ensuite, Al-Khaidos qui égalise, Là, on pense enfin que qui c'est revient fini. au score, et puis voilà. Mais ouais, vas-y. On pense tous que c'est fini et que ça va se finir comme le Canada. Enfin, soit ça s'arrête à 2-0 et puis il n'y a plus de match, soit on pense tous que c'est terminé et que ça n'ira pas plus loin et qu'il n'y aura pas de comment dire, il y aura pas de réveil en tout cas. Et là, t'as Après, tu Al-Khaidos. prends un deuxième but. Le deuxième but, c'est un contre son camp, je crois en plus. Ouais, Son d'Abunada. camp d'Abunada. Ouais. Il est accordé à Abunada celui-là. Ouais, le CSA accordé à Abunada. Aïe, aïe, aïe. Ok, ouais, bah, c'est une erreur de son latéral gauche. Le latéral gauche qui vient remplacer Omam, qui était suspendu du coup. Ouais. Encore une erreur, incompréhension, bref, c'était fatigant. Et puis comme tu l'as dit, je te laisse poursuivre sur ce récit. Ah oui, oui, juste ouais, le but d'Al-Khaidos, entre guillemets, comme un symbole sur une passe d'Edmilson Junior, voilà, qui n'ira pas de ce mondial, entre guillemets, de stats, entre guillemets. Mais ensuite, malheureusement, le troisième but de la Bosnie, j'avoue que je regardais un autre match en parallèle, donc je rattrape un autre truc, donc je j'ai pas vu la fin. Et le scénario m'a dégoûté, du coup, j'avoue que j'ai pas vu les 20 dernières minutes. Mais Le scénario était triste. Le oui, le scénario scénario est était très triste. triste. Et puis bon, voilà, le but arrive à un moment de domination qatari. Mm. Et puis on va arriver encore à nouveau à ce débat des cartons de cette Coupe du Monde, Oui, où là on a vu premier carton Bosnie, deuxième carton Qatar, troisième carton Qatar, t'as la pause, terminé. Tu coupes ton rythme, c'est terminé. ouais, Ouais, le Qatar revient plus, le Qatar tente des choses, il n'y a plus rien. Akram Afif a montré des choses, plus déjà oui, qu'aux autres oui, matchs, oui. mais il restait quand même décevant au-delà de son statut et, et de tout ce qu'il a pu réaliser par le passé. Ça reste un joueur exceptionnel, qui est capable de faire beaucoup plus que ça. Et honnêtement, c'est triste. C'est triste. J'ai été triste de voir Almoez Ali rentrer que 20 minutes. J'ai pas compris pourquoi.
Pourquoi? Mais le pire, c'est qu'au troisième match, mais attends, parce que, laisse-moi me rappeler, parce qu'il me semble qu'au troisième match, c'est pas Abdourizag, mais c'est Afif en pointe. Oui, avec Admilson à droite et Alfredos à gauche. Parce que c'est le poste de personne, c'est bien. Parce que Ouais. Ah non, il y a Admus, à la base, il personne est à qui a droite. son poste. C'est fou. Edmilson, il est à gauche, mais en général, il joue à droite, donc lui, ça va. Parce que de toute Ouais. façon, à gauche, il y a Afif en général. Oui, oui. Il a mis Haïdous, alors que lui, il joue à droite, mais mais vu son âge, comme il peut plus courir, il est milieu central. Oui, Et oui. Afif en pointe, pourquoi? Bref. Et là, par contre, t'avais une défense à 4 avec Pedro Miguel sur le côté. Avec Pedro Miguel sur le côté et Issa Lay, le nouvel arrivant, hein, qui a peut-être une dizaine de sélections, le Sénégalais d'origine, qui était en défense centrale, qui est son poste préférentiel. Il a les qualités physiques, athlétiques pour ce poste, et il est plus adapté à ce poste qu'au milieu de terrain, où ses qualités techniques, c'est un peu la relance, c'est un peu difficile. Donc, défense centrale, ça lui allait mieux et il a fait Ouais. un assez bon match Oui, oui, oui. dans l'ensemble. Mais on n'a pas vu Lucas Mendes, qui était le chouchou de Tintin Marquez quand il était arrivé lors du Sacre en 2023 pour la Coupe d'Asie. Ouais. Il avait débuté avec le Qatar à cette époque-là. Puis depuis que Lopetegui est là, par contre, c'est le néant, quoi. Il rejoue plus. Comme Ouais, ça. il fait une entrée il fait une entrée à la 87e face au Canada, histoire de dire qu'il est là. Mais C'est ça. Ouais. Triste. Franchement, triste fin, puisque c'est un match où il y a des actions qui sont ratées. Moi, je me souviens, là, il y a le 2-1, on a parlé de 2-1, mais quelques minutes plus tard, oui, oui. Pedro Miguel, comme je disais, deuxième meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour le Qatar, deuxième ou troisième. Débordement, encore une fois, belle action, etc. Il arrive, entrée de surface côté droit, un pétard sur le poteau, mais vraiment frappe exceptionnelle, vraiment très très puissante. Ouais, ça allait à ça de rentrer. Ouais. Tape le poteau. C'est comme ça. Le destin, des fois. Parce que 2-2 à la mi-temps, c'est pas le même match. Non, non, 2-2 à non, la mi-temps, clairement. c'est Vu ce que met le Qatar en seconde, dans l'intensité, dans les envies, c'est pas le même match à deux. clairement, clairement, mais c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, on peut la faute à peut-être un manque d'expérience, à un manque d'adversité en Asie en général. Sans manquer de respect aux sélections asiatiques, on a Oui, quand mais même vu que c'est quand même pour l'instant les plus faibles quand même, hein, par rapport aux africaines ou sud-américaines même. Donc ouais, voilà, les défenses en Asie sont en général catastrophiques. Voilà, bah, dès que tu tombes face à des défenses qui savent défendre, bah, c'est compliqué, hein. c'est Que sûr, tu fais. c'est sûr. Après aussi, arriver aussi un fait que, comment on va dire ça, que globalement toutes les grosses sélections en Asie quasiment sont en crise. Que ce soit la Corée du Sud, l'Australie en revient, mais c'est pas gagné non plus, vu qu'il y a littéralement plus un dollar dans le championnat. La, Voilà, l'Australie, c'est dur, hein. L'Australie, c'est dur. Ouais, ouais. Et pourtant, ce sera Dur. peut-être la seule nation qualifiée en huitième. Du moins, enfin, ça va être dur contre l'Égypte, mais au moment où on tourne, le match n'a pas encore eu lieu. Donc voilà. Mais ouais, ouais, globalement, il y a un gros problème au niveau de l'Asie. Il va falloir Faire redresser changer ça. ça. Mais en tout cas, le Qatar a vraiment pas été la nation du continent la plus scandaleuse. Très, très, très loin de là. On a vu bien Bon, pire, hein. non, Vraiment, loin de vraiment là. pire. Vraiment pire pour le coup. Mais c'est On a vu dommage. pire. Et c'est dommage parce que, comme Mais tu disais, les gens vont retenir le Qatar a pris 6-0, le Qatar est nul comme en 2022, etc. Ils auront même pas forcément vu les matchs. Et puis, on les a vus, mais le Qatar, ils ont gagné leur Coupe d'Asie, la corruption, etc. Mais faut vraiment pas avoir faut vraiment pas avoir les compétitions. faut pas avoir vu les matchs. Non, non, clairement. Moi, le match contre l'Iran, la demi-finale contre l'Iran en 2023, si tu me dis que ça, c'est de la corruption, Non. bah, alors va regarder le foot, va regarder le foot des districts si tu veux et amuse-toi bien. Et Mais attends, c'est pas, non. ouais, mais en finale, 3 pénaltys, bah parce qu'ils y étaient, les Et les pénaltys. trois, c'est il y a Les trois fautes, trois, ils c'est sont trois logiques. attentats. Hein. Bah oui, mais les trois sont logiques. Mais le problème, c'est que vu que les gens ne regardent pas, et qu'il y en a un qui leur a dit, ouais, mais le Qatar, c'est la corruption, bah du coup. C'est ça. En tout cas, moi, à la fin, donc personnellement, je te demanderai ton avis, ce sera un gros sujet, mais moi, en tout cas, à la fin de cette compétition, j'étais pas énervé comme j'ai pu l'être contre certaines nations asiatiques. Je me suis dit, c'est dommage, mais je trouve pas que le Qatar a fait honte au continent, honnêtement. Maintenant, Non, du tout, il m'a pas fait honte, mais en fait, avec le groupe que t'as, tu pouvais tellement t'attendre à mieux.
c'est décevant parce que au vu de la physionomie des 3 matchs, tu es capable de te qualifier 3e sans problème. Sans problème. Clairement. Clairement. Puis en Ce plus, match, avec 4 points, pardon, ouais, tu passes. Passes tranquille. 4 points, tu passes. Et puis après, le tour suivant, en plus, ce qui est rageant, c'est que le tour suivant, il est abordable en plus, les États-Unis. Les États-Unis, ils font un super Coupe du Monde, il n'y a pas de problème. Attends, ça va quoi. Enfin, c'est pas non Oui, plus. C'est pas l'Allemagne, c'est pas enfin, c'est pas l'Espagne, c'est pas la France. oui, clairement. Clairement. Jouable. Donc, bon. Clairement. Et au final, que ce soit au pays et puis donc au Qatar et sur les réseaux, comment elle a été vécue la Coupe du Monde, les matchs, etc. Qu'est-ce qu'on en tire finalement comme bilan? Bah, à peu près la même impression que moi, une impression un peu amère de. Il y avait la possibilité de faire mieux. Il y a quand même une fierté de ce que les joueurs ont pu accomplir. Le soir de la Suisse, c'était exceptionnel. C'était Ah ouais, exceptionnel. je me doute. Il y avait une euphorie avec le décalage horaire. Nous, il était 1h du matin, je crois, à la fin du match. Et il y avait quand même pas mal de gens dans les rues pour célébrer le match nul. C'était vraiment. Puis le scénario a fait que c'était vraiment les émotions du football comme on les aime. Donc il y a quand même un sentiment de fierté sur la sélection nationale. On a vu notamment les fans. Moi, personnellement, j'étais très surpris. Les fans qui étaient sur place aux États-Unis. Alors déjà, c'était très harmonieux, hein, les Oui. tribunes tout en blanc. C'était sublime, hein. C'était très vraiment joli, très harmonieux, etc. Ils étaient là, ils donnaient de la voix, etc. Et on a vu, il y avait quand même de l'engouement derrière l'équipe, même sur place. Il y avait beaucoup de gens dans les fan zones, etc. Malgré, je pense au match contre le Canada, nous c'était à 3h du matin, le coup d'envoi. Il y avait quand même du monde dans les fan zones, etc. Donc voilà, il y avait un engouement. À la fin de cette Coupe du Monde, les gens sont déçus parce que le scénario faisait que vous pouvez faire mieux, mais dans l'ensemble fiers des joueurs, fiers de ce qu'ils ont pu faire. Il y a pas mal de critiques sur Lopetegui quand même pour la titularisation d'Abdorizag à 2 reprises, etc. Mais, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de gens qui réclament son départ. Est-ce que ce sera fait ou non? On verra. On va en parler un peu plus Mais tard, mais oui. voilà, vas-y, ok. Mais ouais. Est-ce que du coup, tu as d'autres choses à rajouter avant de passer au top et au flop? Non, ça c'est bon. Eh bah très bien. On va passer donc au top. On en a déjà un peu parlé, mais fait dégager 3 joueurs de cette équipe, cette Coupe du Monde positivement. Et ce serait qui? Abunada, Pedro Miguel, Edmilson Junior. Sans aucun débat. Pour moi, il n'y a pas de débat possible. C'est Abunada qui, pour l'instant, te montre que c'est peut-être le gardien que tu vas avoir pendant 15 ans. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon et il est bon sur sa ligne. Les sorties, c'est un peu compliqué, mais il est bon sur sa ligne, c'est le plus important. Et il est intrinsèquement sur les prestations qu'il a pu faire, à la fois aux éliminatoires et là, dans cette Coupe du Monde, il a fait des meilleurs matchs que Barcham, sans aucun doute. J'ai hâte de le voir à la Coupe d'Asie. J'ai hâte de le voir à la Coupe d'Asie comment ça va donner, mais il est vraiment, vraiment solide. Il est vraiment solide. Et c'est une vraie, vraie révélation pour tout le monde. Abunada, de toute manière, en championnat, nous qui suivons le championnat, c'est un des meilleurs gardiens du championnat, sans problème. Oui. Élu enfin, meilleur gardien l'année dernière. Là, je crois que cette année, il est deuxième du classement ou un truc comme ça, mais A semblé que c'était non, ça. sans aucun doute un des meilleurs gardiens du championnat. Il est vraiment solide et voilà. Ça, c'est le numéro un. Deuxième, Pedro Miguel qui a montré qu'il a su s'adapter, changer de poste. C'est central. Il a joué un peu en général, il débutait le match central, il terminait le match latéral, son poste de prédilection, et à la fois central comme latéral, il était vraiment solide. Défensivement, il se donnait, tu sentais qu'il avait envie, il avait vraiment l'envie, la hargne voilà, de défendre. Bref, vraiment, il m'a vraiment impressionné. Et offensivement, l'apport qu'il a pu avoir, pour son âge, j'étais vraiment, vraiment bluffé. Contre le Canada, il a eu quelques situations. Contre la Bosnie, on en a parlé, une occasion énorme, mais c'est pas la seule. Il me semble qu'il en a 2, voire 3 contre la Bosnie. Et contre la Suisse, dès que le Qatar commence à se projeter en contre, etc., il y a Homam à gauche et celui qui va faire le centre sur Boualem Frouki, certes,
Et à droite, à chaque fois, les débordements de Pedro, il était diabolique sur les 20 dernières minutes contre la Suisse. Il était vraiment dangereux. Donc, vraiment, il a fait une super Coupe du Monde. Respect, franchement, respect. Très bien. Et puis du Et le coup, troisième, Edmilson. Edmilson, belle prestation d'ensemble. Pour moi, offensivement, il a surnagé. C'était le joueur qui a pu créer, qui a endossé le rôle de meneur d'équipe, meneur de l'équipe, à la fois technique et même dans ses actes, dans ce qu'il faisait. Il a montré que c'était lui le meneur d'homme, en tout cas sur cette Coupe du Monde offensivement. C'est lui qui se crée les occasions les plus dangereuses. Il y a que lui offensivement qui a surnagé, contrairement à son compère sur l'aile gauche, mais dont on parlera plus tard dans les flops. Mais voilà. Très bien, très bien. Assez d'accord avec toi. Globalement, il n'y a pas, c'est quand même, il y a pas 50 000 tops, il y a pas 50 000 flops. C'est vraiment très. Moi, j'ai quand même bien aimé, comme tu disais tout à l'heure, le match de l'Aï face à la Bosnie. J'ai bien aimé Ouais, Roury face à la Suisse. Après, tout à fait. Même ouais. sur les 3 matchs, il est Oui, solide en oui, fait. oui. Hein. Sur les 3 matchs, Ouais, il fait ses matchs. pour le coup, ouais, ouais, j'ai pas de souvenir en tout cas qu'il ait vraiment fait de grosses erreurs. Voilà. Euh, pour moi, c'est vraiment les 5 joueurs que je ressortirais côté Qatar. Malheureusement, ça fait une moyenne sur les 5 quand même assez âgée, à part à Bounada. C'est pas. C'est un peu embêtant. C'est ça. Un peu embêtant, ouais. Donc voilà. Si t'as pas. Est-ce que t'as d'autres petites prestations, pas forcément en top, mais des bonnes prestations que t'as envie de souligner sur un match, par exemple? Euh, Moi, j'étais content de l'apport de Hassan Al-Haïdous, titulaire. Moi, j'avais un petit peu peur oui, moi parce aussi. que bon, il est quand même physiquement, il est un peu cramé. Et même en championnat, il est plus titulaire depuis un moment déjà. Et j'étais vraiment content de son apport. Il a apporté des belles choses et il a apporté, je pense, de la sérénité dans l'équipe pour vraiment un leader sur le terrain pour calmer un peu tout le monde. Je pense que c'est grâce à lui que tu permets de revenir et de rester dans le match malgré le 2-0 concédé assez rapidement. Moi, j'ai bien aimé son match. Et c'est à peu près tout. Comme tu as dit, Salah, pas mal. Jassem Gaber, pareil, belle surprise. Lui, je m'attendais pas de le voir titulaire les 3 matchs. Pourtant, il était pas mal. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Franchement, c'est solide. Tu vois. Encore un qui sort d'Aspire et qui est relativement solide. Très bien, très bien. On va passer au flop. Là, maintenant, un peu moins de gentillesse dans les propos. Si tu veux en dégager 3, puis ensuite on parlera un peu d'autres par cas, mais déjà les 3 plus gros. Kram Afif, très très décevant. Pour moi, il a pas du tout été au rendez-vous pas du tout été au rendez-vous. Et au vu de son statut et de sa qualité, il a rien apporté en fait. Contre la Suisse, il est invisible. Il se réveille sur les 10 dernières minutes, mais c'est tout. Alors contre le Canada, il est invisible. Contre la Bosnie, il montre 2, 3 choses, mais il est limité par son poste. Ça m'amène transition parfaite pour le deuxième flop. Pour moi, et Lopetegui. Des choix qui vont complètement à l'encontre de tout ce que le Qatar a construit depuis 10 ans, avec la philosophie Aspire, même. Enfin, le Qatar est reconnu en Asie pour sa qualité à jouer court, à faire des combinaisons entre les joueurs, à relancer proprement, à jouer relativement un jeu quand même assez offensif. On n'a pas vu ça du tout, à part sur le dernier match. On a vu un petit peu, mais sinon, on a vu un Qatar qui pose le bus pendant 90 minutes. Bon, contre la Suisse, ok, mais contre le Canada, pourquoi tu poses le bus? C'est pas Ah non. Espagne, Canada. Canada, ils sont derrière toi au classement FIFA quand même. Hein. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. J'ai pas compris. Moi, En, franchement, en j'ai pas plus, compris. on a vu que le Canada, pour le coup, il y a vachement de- d'errance parfois défensive, il y a des trous et des espaces à exploiter. Et le problème d'être positionné si bas, c'est que tu peux pas les exploiter. Entre temps, C'est le ça. ballon part tellement loin. que- C'est ça. Et le troisième flop, en fait, je sais pas si j'ai vraiment un troisième nom à donner. En fait, après, il y a pas vraiment de joueurs qui ont été partis. On pourrait dire Abdourizag, mais en fait, c'est même pas de sa faute. Donc, non, en Moi, fait, j'en non. attendais rien, donc quelque part. Ben, c'est ça. J'étais pas déçu parce que j'en attendais rien. Donc,
Ouais, bon, moi je me souviens quand même de 2-3 actions où il est lancé en profondeur et qui se fait manger par un défenseur central d'1m90, 800 kilos, donc ça m'a déçu, mais bon, encore une C'est fois, vrai, on n'en attendait rien. Donc, c'est vrai. que veux-tu? C'est vrai, c'est vrai. Tu parlais de Lopetegui, on va pouvoir faire la transition sur cette dernière partie, donc cette petite émission. On va parler un peu de l'avenir de la Coupe d'Asie, mais avant ça, déjà, quel avenir au niveau du coach? Est-ce que, donc, tu sais pas encore si Lopetegui va rester? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu va rester? Qui peut faire concrètement? Ouais, je pense qu'à mon avis, il est possible qu'il reste pas, parce qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi les joueurs sont pas archi satisfaits de l'approche tactique que Lopetegui peut mettre en place. Après, c'est peut-être que des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, en tout cas, il y a une clameur populaire qui réclame Xavi en tant que sélectionneur. À un moment que Xavi est pas de challenge, enfin, rien sur la table. On avait parlé de lui à Chelsea, je crois, récemment, mais Oui. rien donné. Mais bon, ça peut être un moyen peut-être de relancer sa carrière. Et puis, pour le coup, Xavi, il connaît les joueurs, il les connaît très bien, il les connaît personnellement. C'était leur coéquipier, puis leur coach pendant plusieurs années. Pour le coup, il comprend très bien la philosophie de ces joueurs dans laquelle ils ont tout le temps évolué, toute leur carrière en fait. Akram Afif et consorts, toujours joué d'une manière en particulier. C'est leur plus grande force quand ils peuvent le mettre en place. C'est leur plus grande faiblesse justement, quand l'adversaire leur en empêche ou le coach n'applique pas cette philosophie. C'était le cas avec Carlos Queiroz, c'est le cas à nouveau avec Lopetegui. Euh, Bah, c'est ça. T'as- Lopetegui, T'arrives avec l'humanité un. lui donne. Ouais. Il a fait une Coupe du Monde, mais n'est pas exceptionnel. Le résultat contre la Suisse va lui donner du crédit, mais pour moi, le crédit, il n'est pas à lui. Le crédit, il est au joueur. Pas à lui, le crédit. C'est pas lui qui. Enfin, moi, il a pas fait jouer cette équipe de la manière dont il joue d'habitude. Et pour moi, il n'a pas exploité les forces de ses joueurs au maximum. Ce qui est dommage pour un sélectionneur, quoi. C'est dommage. Oui, mais totalement. Et là, je voulais vous dire, c'est que Lopetegui, enfin, pour le Qatar, le passé a donné raison sur le fait qu'il fallait un coach qui connaissait le football qatarien. Tintin Marquez, quand il reprend l'équipe, ça fait déjà 5 ans qu'il est en QSL. Enfin, Ça. il faut connaître cette équipe, ces joueurs pour pouvoir les faire jouer parce que c'est quand même un football particulier, quoi. C'est pas, tu viens pas en posant tes plans que t'appliques depuis des années à telle ou telle sélection, comme Queiroz a pu le faire, en disant allez, ça va passer. Bah non, ça marche pas. Ah bah non, ça passe pas. Non, bah ça passe pas parce que t'es pas une équipe des princes. Faut aussi prendre en compte la mentalité des joueurs. Faut aussi, il y a quelque chose de culturel qu'il faut comprendre aussi. Je veux dire, c'est des joueurs qui ont, enfin, ils sont tous ensemble tout le temps. Les, les 11 joueurs titulaires, et c'est 40% à Al-Sadd, 30% à Douhail, 30% à Ryan. Tous dans les mêmes clubs, ils se connaissent tous, ils jouent ensemble toute l'année. Pourquoi changer la philosophie de jeu? Je veux dire, ils jouent tous de la même manière. Ça fait 10 ans qu'ils sont en sélection et qu'ils jouent de la même manière. Pourquoi Ouais. changer? Et, moi, je pense que ça a quand même dû, je pas râler, mais ça a quand même dû faire bizarre quand on a quand on voit le traitement destiné à Al-Mouazali, parce que c'est quelqu'un qui a un statut, je pense qu'il a beaucoup de respect au sein d'un vestiaire. Bien sûr. Al-Moazali, franchement, je pense qu'un jour, il faudra écrire sur la carrière de cet homme. Mm. Parce que c'est un mec, quand même se rendre compte, hein. Il explose en 2019 à la Coupe d'Asie. Il termine meilleur buteur avec 9 ou 9 réalisations, je crois, si je me trompe pas. Ça doit être ça, oui. Euh, et Coupe d'Asie exceptionnelle. Et ce but contre le Japon, exceptionnel. À cette époque-là, pas du tout titulaire dans son club. Il est remplaçant, voire troisième remplaçant, derrière Youssef El Arabi et Edmilson Junior, justement. Donc il n'a pas sa place. Un titulaire, il fait une il fait une compétition exceptionnelle. 2020, toujours derrière Al Arabi et Edmilson Junior. Arrive ensuite en 2021 Olunga, qui reste pendant 3 ans. Oui. Il commence à être titularisé un peu 2021-2022 à Al Duhail. Il joue à gauche, où tu as une attaque à 3 avec Al Moaz à gauche, Olunga en pointe, Edmilson à droite. Pas exceptionnel, c'est pas son poste, c'est pas du Non. tout ses qualités. 2023, même chose. 2024, même chose. Là, cette année, il repère sa place, il est même plus titulaire à Duhail.
En plus, il se pète. Alors, il se pète, il se fait une sale blessure au tibia péroné, etc. Bon, saison compliquée. Mais il a toujours délivré en équipe nationale. Il a toujours montré qu'il est vraiment, vraiment solide. C'est un vrai bon buteur. Il a des trous d'air de temps en temps. Il est solide, il est efficace et il a des qualités physiques et athlétiques Oui. que personne d'autre au Qatar n'a. Il est grand, il est rapide, pas extrêmement technique, mais il se débrouille avec un ballon. Ça suffit, c'est mieux que 99% de tous les attaquants du vivier en fait. Il pèse, alors que là, sur ce mondial, en avant-centre, il pèse jamais sur les 3 matchs. C'est ça. C'est ça. Donc Totalement ça, d'accord. c'était un vrai décevant. Et comme je dis, Almoez Ali, il peut se poser des questions sur sa carrière parce qu'en club, c'est pas une réussite. Il a maintenant 28 ans, toujours resté dans le même club, pas changé de club. Là, en sélection nationale, il est écarté, il n'a pas joué, il n'a pas été titulaire une fois en Coupe du Monde. En amical, en préparatoire, il y a eu 2 amicaux contre l'Irlande et contre le Salvador. Contre l'Irlande, il n'est pas titulaire, ok. Il rentre en jeu, il prend un carton rouge au bout de 15 minutes. Contre le Salvador, naturellement, il rentre pas. Carton rouge. Contre la Suisse, il rentre pas. Contre le Canada, ok, vas-y, contre le Canada, tu rentres pas. Mais contre la Suisse, tu rentres pas. T'as besoin d'un but, tu rentres pas. La Bosnie, il rentre, mais il rentre quand il y a déjà 3-1, en fait. Donc il rentre pas. Il sert à rien, en fait. Moi, je comprends pas. Franchement, le Mohamed Ali, je comprends pas. Je sais pas s'il y a un problème comportemental, peut-être. Peut-être qu'il y a eu des écarts de, je sais pas, comportement, je sais pas. Peut-être à l'entraînement, il faut rien, j'en sais rien. Mais c'est pas possible. Franchement, c'est vraiment, vraiment triste pour Almoez Ali. Mais bon. Effectivement. Et donc voilà, bon, l'avenir de Lopetegui, on verra s'il reste ou pas. Le problème, c'est qu'avec l'Asie, on reprend le système où 6 mois après la Coupe du Monde, t'as la Coupe d'Asie. Comme ça, si tu rates ta Coupe du Monde, t'as pas le temps de repréparer ta Coupe d'Asie derrière. Voilà. Ça, C'est ça. c'est super, ça, c'est très bien. Et donc, bon, voilà, on verra si Lopetegui reste ou pas. Mais cette Coupe d'Asie, en plus de ça, tu hérites d'un groupe, alors qui peut être facile si pour finir deuxième. Ça peut être facile de finir deuxième si tu t'en donnes les moyens. Il est horrible le groupe, hein, je crois. Ah, alors t'as le Je crois qu'il est Japon horrible. C'est Japon, Thaïlande et et Indonésie. troisième. Indonésie. Ouais, mais donc, pourquoi l'enfer. Ok, bon, l'enfer. Le problème, c'est que L'enfer, parce que l'Indonésie, c'est fort. Hein. L'Indonésie, c'est fort. Hein. alors depuis 1 an et demi, c'est compliqué, mais les gars, ils vont avoir une dalle sur cette Coupe d'Asie. Le problème, c'est que techniquement, qualitativement, le Qatar est au-dessus de la Thaïlande et de l'Indonésie. Maintenant, Et du Japon. Pardon, non, je rigole. oh, alors là, je te suivrai pas sur ce coup-là. Non, j'avoue, ça, je te suivrai pas. Là. Non, pas du tout. Franchement, ça, c'est encore Oui. 2019 qui est en tête, mais non, on n'est pas du tout au-dessus du Japon. J'aime pas du tout. Ah oui, je sais bien qui ça pour rire. Mais voilà. Mais donc, t'as l'Indonésie, la Thaïlande, ça doit être à la portée du Qatar. Il n'y a pas photo. Mais qu'est-ce qui va en être vraiment? Parce qu'en face, t'auras 2 équipes qui vont être déchaînées. En plus de ça, Indonésie-Thaïlande, c'est peut-être les 2 peuples à l'est, du moins dans la partie est de l'AFC, qui se détestent le plus. C'est des matchs qui sont. On se rappelle des images où les Thaïlandais s'étaient fait encercler leur bus par les Indonésiens qui essaient de casser les vitres. Il y a encore 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc, ça va être. Va falloir tenir l'intensité. Voilà. Ça va pas être facile. Ça Non. va pas être facile, mais je pense que tu pars quand même Oui. favori pour être dans les 2 premiers. Ah oui. En tant que Clairement. double champion, si tu T'as un pars pas statut. favori, j'ai envie de te dire, voilà, t'as un statut. Le Qatar, comparé à 2019, le Qatar a un statut maintenant. Ça se reflète pas forcément dans toutes les compétitions qu'il joue, mais en Asie, le Qatar a un statut. Le Qatar maintenant fait partie des top 4, top 5, avec l'Iran, Australie, Corée du Sud, Japon. T'as Qatar derrière. Tu sais que contre un des 5, c'est pas facile, en Oui. général. Donc Qatar a un statut, mais jusqu'à quand? Est-ce que une fois que notre génération dorée va prendre sa retraite ou perdre en niveau, est-ce que tu garderas un statut ou est-ce que le continent asiatique se souviendra de toi comme une génération étoile filante et puis rien? Rien nous le dira. Mais cette Coupe d'Asie, je pense que le Qatar a quand même des choses à montrer. Et mine de rien, les quelques joueurs qui sont arrivés quelques joueurs qui sont arrivés dans le vivier, là, et on pense à Issa Laye, etc., ils apportent quand même quelque chose de nouveau
un renouveau qu'on n'avait pas sur la dernière édition. Je pense que ça peut être quand même à l'avantage du Qatar, ça peut changer la donne. Typiquement, Issa Laye, c'est un profil qui est vraiment intéressant et qui est assez rare en Asie, en fait. Les sélections asiatiques, je trouve, je pense qu'il peut vraiment changer la donne. Il est grand, il est solide, athlétique, c'est pas. On sait que l'Asie, le continent asiatique en général, ne produit pas de joueurs très grands. Ah, Et entre Issa Laye et Mohamed Manahi, qui va arriver très 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 fort là en sélection, qui a un milieu de terrain plutôt profil défensif, 1m91, ça peut faire du dégât. Donc ça c'est Qatar, j'en attends quand même des belles choses sur cette Coupe d'Asie, oui. j'espère. Oui, clairement, parce que tu vas arriver avec, c'est l'avantage aussi du Qatar ces dernières années. En Asie, ça a fonctionné parce que tu as eu toujours de la continuité depuis un bon moment. Et là, tu vas encore, je parle pas en termes des coachs, mais en termes du collectif. Et vu que c'est des joueurs qui jouent tout le temps ensemble, l'impact du coach va surtout se faire sur ses choix, plus que, enfin, je sais pas comment dire, mais ces joueurs, ils savent jouer ensemble. Ce que je veux dire. Là où, dans beaucoup d'autres pays asiatiques qui vont arriver à cette Coupe d'Asie et qui n'ont pas de sérénité, les joueurs jouent pas forcément ensemble. Donc tu vas avoir cet avantage-là. Donc il va falloir l'exploiter. Encore une fois, vu que tu as pris 6-0, c'est malheureux à dire, mais d'un point de vue de beaucoup, le Qatar, oh, ça ira où ça ira. Et encore une fois, tu peux te retrouver comme avec la situation de 2023-2024, où tu peux aller créer la surprise. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et 2023, de toute façon, on est tous d'accord, c'était une grosse surprise. Personne nous attendait là. Mais après, tu hérites d'un parcours qui, allez, à part l'Iran, qui n'est pas extrêmement compliqué, mais Mais faut battre l'Iran, quoi. Faut battre il l'Iran, faut qui battre était l'Iran. Et la l'Iran, nation la plus plus bas, séduisante. plus haut. T'arrives en quart, l'Iran, en demi, pardon, l'Iran, c'est la nation la plus séduisante de la Coupe d'Asie. C'est clair. Et même, c'est c'est des sélections asiatiques. S'il n'y avait pas tout ce contexte Oui. géopolitique, là, sur la Coupe du Monde, Ah oui. pareil, hein, solide encore. Ah ouais, Ils sont éliminés sur la politique, ils font une super performance. Les 3 matchs qu'ils font, ah ouais, moi, c'est solide. ça m'a La déchiré le Belgique, c'est cœur, hein. solide. Waouh. C'est écœurant, mais vas-y, c'est comme ça. C'est Non. comme ça. Merci, Donald. Ah ouais, j'ai vu aussi, ça c'est pas le sujet du Qatar, mais j'ai vu aussi les gars des ministres de Trump qui se réjouissaient de l'élimination de l'Iran. Pas normal ça. Est-ce qu'en Abject. 2022, Bon. les politiciens du Qatar s'étaient réjouis de l'élimination de telle ou telle équipe? Bah non, c'est Non, non, non. Au pas contraire, normal. les politiciens du Qatar s'étaient félicités de la victoire de l'Arabie Saoudite contre Oui, l'Argentine. Euh, Solidarité entre pays, et puis même, enfin, ça reste du football. Pourquoi bah oui. on. C'est de politique à avoir dans le football, même si malheureusement maintenant c'est tellement politisé que. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon. Pour finir avant cette Coupe d'Asie, j'ai quand même envie de parler un peu de la continuité au niveau de l'effectif. Peut-être pas pour 2027, mais on en avait déjà parlé. Il y a cette nouvelle vague de naturalisation. Est-ce que tu penses qu'on va revoir d'autres jeunes arriver, potentiellement naturalisés, pour 2027? Ou est-ce que ça sera plutôt pour les éliminatoires pour 2030? Moi, je pense qu'il y aura quelques jeunes qui vont. Ouais, je pense qu'ils sont déjà là en fait. Ouais. Les Manahi, bon, Gabel, il commence à faire son bout de chemin, mais je pense à lui, notamment Manahi. Il y a d'autres profils, j'ai oublié son nom, mais Ah un Louis. jeune, What? lui. Bah non, bah voilà. Non, mais lui, d'accord, mais il y a non, quelqu'un d'autre, Ah oui, un profil à 18 ans, là, comment il s'appelle? Algérien, Algérien, Qatari. ah, je l'ai plus. Euh, je sais plus, franchement, Ouais, j'ai ouais. oublié son nom. Bon, mais qui va arriver. Mais il y a un profil, moi, que je crois pour 2027, et qu'en tout cas, ça a été annoncé déjà publiquement comme un vrai objectif pour la fédération de naturaliser à terme pour 2020. Ouais, c'est 2020. C'est 2027, non, 2030, pardon. Les éliminatoires de 2030, etc. Euh, c'est Roger Guedes, qui est pour l'instant qui est brésilien, qui est attaquant de pointe à Al Rayyan, qui est depuis 2 ans meilleur buteur du championnat. Il tourne à 20-25 buts par saison. Et donc là, ça fait déjà 3 ans, je crois, qu'il est au Qatar. Donc il reste plus que 2 ans avant de pouvoir le naturaliser. Et ça a été annoncé publiquement comme un objectif de le naturaliser et d'avoir voilà, à la pointe de l'attaque pour les prochains éliminatoires. Lui, typiquement, ça peut aussi changer la donne. Il a que 28 ans, je crois. Ah Ça oui. peut te faire une belle ligne d'attaque entre Afif, Moaz Ali, Edmilson et lui. C'est très solide. Donc,
Oui, clairement. Bon. Clairement. Et puis, ouais, 2000, en plus 2000, donc s'il lui reste 2 ans, 2028, t'auras eu que le premier tour de qualif, donc tu sais, là où t'affrontes le Timor, le Guam et le Laos Ouais. concrètement, donc normalement ça devrait passer, et Ouais, tu le choperais pour la troisième phase, ça serait pas mal aussi. Et ça clairement. répondrait à un gros problème, effectivement. C'est clair. Non, non, c'est clair. Et C'est clair. bah écoute, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter pour conclure? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce débrief du Qatar à la Coupe du Monde de la suite. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Et bah merci à toi d'être venu comme d'habitude, c'était un plaisir. Voilà. De toute façon, Plaisir partagé. Merci de à toute toi de façon, l'invitation. oh bah avec plaisir. On se reverra pour l'avant Coupe d'Asie qui arrive dans un peu moins de 6 mois. Ouais, mais la Coupe d'Asie un peu avant. Mais voilà, bah merci d'être venu. Allez follow Qatar Foot FR, bien évidemment. Comme d'habitude, il y aura les liens. C'est très très bon travail. Notamment, j'avais lu l'article que t'avais aidé pour 12e homme, c'est ça, ou c'est toi qui l'avais fait tout. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, ouais. j'avais écrit Ah ouais, bah, pour 12. donc, Merci. voilà. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis bah à la prochaine. Normalement la prochaine qui arrive ce sera l'Irak. Encore une fois beaucoup de choses à Obsèque. dire. Salut.